vois, il boursicotait avec des graphes et tout. Et ça m'a un petit peu, justement, ça m'a pas donné envie de m'en plonger dedans. Je dis bon, encore, c'est encore des traders bullshit. Enfin, c'est pas un truc qui me plaisait de ouf, tu vois. Juste étudier des graphes et essayer de faire des formules mathématiques pour savoir si ça va monter ou ça va descendre, tu vois. Et en fait, j'ai eu complètement tort. Et là, pour le coup, je m'en veux même de pas m'y être planché plus tôt parce qu'au final, ce que j'ai raté à côté, c'est un univers tech, mais qui est juste incroyable derrière et avec une communauté vraiment de fous. On se partage tout. Enfin, le code, il est libre. Vraiment, en fait, j'ai découvert un monde vraiment très, très inspirant et très agréable d'un point de vue technique. Et aussi par rapport à l'entrepreneuriat qu'on peut en faire, parce qu'au final, on est dans de la nouvelle technologie. Du coup, qui dit nouvelle technologie dit nouveaux projets, nouvelles possibilités qu'on peut appliquer tout de suite dans la vie réelle. Et là, c'est juste dingue quand on commence à parler de ça. On se dit vraiment qu'il y a de fortes chances que ce soit l'avenir. Et là, pour le coup, je me dis, OK, non, mais là, Franck, faut que tu sois, sinon, tu vas rater le train, quoi. Donc, ouais, clairement. Voilà un peu mon histoire. Et là, pour le coup, je m'y penche vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je monte un projet dedans. Et maintenant, avec Conquistador, on va absolument, vraiment, vraiment inculquer ça à nos entrepreneurs. On pense vraiment que c'est un tort que les entrepreneurs négligent ça ou passent à côté de ça sous prétexte que c'est des gens qui font de l'argent. Pour le coup, c'est vraiment des très mauvaises excuses et ils sont en train de rater le train. Donc, voilà pourquoi aussi ce webinaire-là, pour un peu démystifier ça. On parle de blockchain, de crypto, on parle de gens qui deviennent millionnaires, on parle de fraude, on parle d'arnaque. On va essayer d'éclaircir tout ça et remettre en ordre et surtout une vision un peu plus optimiste que qu'on a l'habitude d'entendre de la blockchain. Donc voilà pourquoi ce webinaire-là et je suis super content que ça vous intéresse tous, donc ça va être top. Et d'ailleurs, juste pour peut-être commencer un tout petit peu ce point de technique, c'est que tu vas parler tech, mais tu vas parler crypto-monnaie, mais c'est pas exactement la même chose. Il y a vraiment une partie technologique, il y a une partie qui est reliée à l'aspect financier de la chose, mais ils sont complètement décorrélés l'un de l'autre, quoi. Bah, complètement. En fait, si tu veux, la blockchain, donc ce qu'on appelle blockchain, c'est le nom de la technologie derrière le Bitcoin à l'origine. La première utilisation de cette technologie a été dans un but financier, c'est vrai. Disons que comme on a réussi à construire quelque chose de décentralisé, qui fonctionne tout seul et qui est sous le contrôle de personne, et que tout le monde peut voir ce qui se passe, etc. Bah, le gars qui a inventé cette technologie-là, il y a vu tout de suite une opportunité dans putain, mais financièrement parlant, c'est ouf parce que du coup, on peut faire en sorte que toutes les transactions ne passent plus par des banques, par des gouvernements, et le gars qui a créé ça, il avait déjà une vision très, très un peu pas anarchique, mais tu sais, très utopiste en mode on va arrêter de se faire contrôler par des gens. Maintenant, tout est libre et grâce à Internet, on va pouvoir s'affranchir de ça, de ces tiers de confiance à qui on fait confiance, on ne sait même pas pourquoi. Et voilà, donc cette vision-là a été très ancrée en lui et c'est pour ça qu'il a balancé ça dans la nature de manière complètement anonyme, d'ailleurs, qui est complètement en accord avec ses ambitions. Il se cache derrière un pseudonyme qui est Satoshi Nakamoto. Personne ne sait vraiment qui c'est. Bon, après, on dit que la CIA sait qui c'est, etc. Mais bon, ça, on ne sait pas. Mais le point, c'est que, il y a une vision derrière très forte, un combat, un manifeste, d'ailleurs. Et le gars, il a dit, moi, je vous ponds ça. Voilà ma vision de l'avenir. Vous en faites ce que vous voulez. Et aujourd'hui, ça fait 12 ans que ça existe et on continue de faire plein d'améliorations à partir des fondements de la blockchain. Et ça continue et de plus en plus belle. Vous avez bien vu toutes les news qui sortent. Il y a des choses qui se font. Et là, attends, il y a quelqu'un qui lève la main, c'est Fab, je crois qu'il veut dire quelque chose. Bon, et vous pouvez lever la main d'ailleurs, ceux qui veulent s'exprimer. Il est Fab. Une levée de main et c'est fait pour, on n'est pas très très nombreux, donc c'est toujours cool d'échanger de vive voix. Et je suis Conquistador, on kiffe ça. On kiffe le débat, on kiffe la confrontation d'idées. C'est ça. Bah, Fab, si tu veux. Fab, tu voulais... Si tu veux réagir, n'hésite pas. Hein. Bon, au pire, t'écriras. Ah, voilà, c'est bon, j'avais trouvé. Excusez-moi, le micro, il était encore coupé. Yes. Messieurs, je pense que vous m'entendez bien maintenant? Ouais, nickel. Nickel, super. En fait, c'est juste une question, j'étais curieux. Le but de ce meet aujourd'hui, vous avez l'idée de créer un projet dans le blockchain pour Conquistador. C'est ça En partie, on va en parler, Fab. On va en parler parce qu'il y a vraiment comme on se penche dessus beaucoup en ce moment.
on a des idées justement de projets dessus et dont un extrêmement concret. Et il y a Franck, il travaille dessus déjà depuis quelques mois. Donc t'inquiète Ok. pas, on va démystifier. Yes. C'est parce que je suis moi-même d'assez près le marché crypto aussi, et je pensais, si c'était uniquement pour expliquer ce que c'est, bon, je connais déjà pas mal de choses, mais si c'est un projet, ça m'intéresse. Je vais rester. Allez, reste. On a besoin de talent en plus, donc tu vas voir, ça va être fun. Yes. Ok, du coup, ouais, carrément, beaucoup d'applications et c'est ce sur quoi, voilà, je voulais déjà commencer. En fait, c'est marrant parce que souvent on dit la blockchain machin, c'est une bulle et tout. Et enfin, souvent on entend c'est une bulle, tout le monde en parle, mais tout ça va se casser la gueule, etc. Et en fait, j'ai presque envie de dire que je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où tout le monde en parle. En fait, ça tous les signaux qu'on voit là depuis quelques mois, ouais, depuis novembre surtout, autour de la blockchain montrent qu'en effet on est dans un bull run. On appelle ça un moment où tout le monde en parle et tout le monde veut essayer, mais ils savent pas comment commencer. Et du coup, on assiste à des scams parce que les gens n'ont pas cette connaissance sur le sujet. Du coup, ils se font avoir. On assiste en parallèle à des grandes réussites qui arrivent d'un seul coup comme ça, on ne sait pas d'où. On entend des Elon Musk qui parlent d'une monnaie. On entend plein de choses qui fait que on rentre dans une bulle. Donc, on appelle ça une bulle qui grossit parce que les médias n'arrêtent pas d'en parler. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé au début des années 2000 avec Internet. C'était exactement la même chose. Au début d'Internet, déjà, Internet était extrêmement critiqué au départ. La blockchain est extrêmement critiquée aujourd'hui. Il y a eu plein d'entrepreneurs qui se sont mis à aller sur Internet, à essayer de monter des business sur Internet. C'était pas légiféré, il y avait rien qui était cadré. Du coup, il y avait plein de dérives, plein de scams, plein d'arnaques. Enfin, c'était l'anarchie en fait. Sauf que c'était une anarchie saine. J'appelle ça des anarchies saines en fait, parce que c'est anarchique et parce que c'est une rupture avec le monde d'avant qu'on va en tirer des choses très révolutionnaires et innovantes. Et aujourd'hui, on voit bien qu'Internet est devenu la base de tout, a considérablement amélioré nos vies, et aujourd'hui, c'est devenu fondamental, quoi. Alors, je suis pas en train de dire que la blockchain sera fondamentale et sera aussi basique qu'Internet dans 10 ans, mais pour le coup, il y a de fortes chances, et je pense que chaque entrepreneur se doit en fait de se pencher dessus, ne serait-ce que pour cette chance qu'il peut y avoir pour que la blockchain devienne fondamentale. Il y a Enzo, tu veux poser une question, Enzo? Bonjour. Salut. Les deux questions du coup. La première en fait, donc moi pas aussi un dev et j'étais à Vinci. Je sais pas si Franck Dupont a été là-bas aussi pour donner des cours. Ouais, si. C'est ça. Ils seront là-bas. Ok, bah c'était clin d'œil. Et ouais, deuxième question. En fait, donc je me suis mis pareil à la crypto il y a quelques. Et pareil, je me suis dit, quel con, j'ai un peu raté. Donc, je me suis intéressé, j'ai un peu envie. Et j'en ai parlé un peu avec mes parents. Et en fait, j'ai la question, est-ce que, parce que là, j'ai vu que c'est vraiment un très faible pourcentage de personnes qui sont dedans. Et est-ce que plus tard, ça va être un pourcentage de l'ordre 10%, 10, 15, 20%? Là, en fait, j'ai l'impression que les gens se accrochent à la sécurité. La blockchain, c'est décentralisé. Il y a personne derrière. Si par exemple, tu peux pas dire, bon, bah, j'appelle ma clientèle et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que les gens sont vachement accros à leur sécurité, à leur petit porte-monnaie. Et du coup, est-ce que la blockchain, ça va être adopté par tout le monde, en fait? Alors, ça, personne vraiment peut le savoir. Mais en tout cas, les signes d'aujourd'hui montrent que on est en train de reproduire le même schéma qu'a vécu Internet. Donc, tout peut s'écrouler du jour au lendemain s'il y a un énorme bad buzz autour du truc et que les gouvernements commencent à interdire des choses, etc., etc. C'est une possibilité. Mais comme tout à l'inverse, dans 6 mois, ça peut être complètement cadré et il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent dedans et ça va être incroyable. En fait, tu vois, je peux pas te dire une réponse. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'en effet, on assiste à un début de rupture, ça c'est clair et net. Maintenant, de comment la population et comment les gens sur Terre vont l'adopter, on ne sait pas. Mais clairement, ça mérite de s'y pencher. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un vrai écosystème
entrepreneurial. Donc du coup, à partir de là, en fonction du nombre de projets et du nombre d'applications qu'il y a autour, si les applications elles sont plus UX entre guillemets ou plus sécurisées, notamment avec la blockchain, etc. Forcément, il y aura des gouvernements, des entreprises qui vont l'adopter, qui vont les rendre plus populaires. On a un deuxième main blockchain qui arrive là avec Skin. Enfin, c'est Damien, c'est le frère de Franck. Hello. Ouais, je voulais juste rebondir par rapport à la sécurité, par rapport à ce qu'avait dit Franck avec la bulle Internet. Au final, sur Internet, qui aurait osé dans les années 90 mettre sa carte bancaire sur Internet? Enfin, j'avais lu un article de Jeff Bezos qui disait, mais moi, mon premier site, il n'y avait même pas de base de données, c'était une page HTML avec une liste de livres. Et il disait, j'ai été moi-même choqué qu'un mec mette sa carte bancaire sur mon site pour acheter un livre. Et puis, du coup, lui, il était choqué. Et puis, du coup, il a emballé son bouquin, il l'a envoyé par la poste. En fait, c'est un peu pareil. Internet n'était pas sécure au début et personne ne faisait confiance. Pareil pour Facebook. Qui allait penser mettre sa vie sur Internet? Bref, ça s'est fait. Donc, c'est un peu ça ressemble vraiment à la bulle Internet, je trouve. À part qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. La bulle Internet, finalement, elle a perduré. Il y a des choses qui sont écroulées. Genre, en fait, on ne sait pas. Carrément. Et mais ouais, pour le coup, voilà. Donc pour revenir un petit peu à ce qui se passe dans la blockchain et tout, et aussi, je voulais vraiment démystifier tout ça. Je voulais déjà qu'on commence rapidement à vous expliquer ce que c'est concrètement que la blockchain, parce que on en parle beaucoup, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. On associe très vite la blockchain à de la monnaie, alors que ça n'a rien à voir. Donc je voulais juste déjà, avec des mots extrêmement simples, parce que vous allez voir que j'arrive bien, je trouve, à vulgariser la chose, parce que ça fait 3 mois que j'essaie de l'expliquer à mes potes et mes collègues, parce que j'en pouvais plus d'entendre des choses qui étaient fausses. Et comme j'avais un point de vue très tech, j'ai mis du temps quand même à comprendre techniquement comment ça marchait grâce à des articles que j'ai lus, etc. Mais maintenant que j'ai une bonne compréhension de la chose et que j'arrive à peu près à me la représenter dans ma tête, j'arrive aussi un petit peu à la métaphorer et à la vulgariser. Mais maintenant, je ne vais pas vous expliquer exactement ce qui se passe avec les transactions et tout, mais plutôt avec des images très imagées. Pour le coup, vous allez voir que assez facilement, on peut comprendre ce qui se passe. Une blockchain, il faut la voir, la blockchain, comme une base de données, d'accord? C'est une base de données qui est complètement visible par tous. Ça s'arrête là, la définition de la blockchain, je trouve. Si on veut vraiment rester très basique, c'est ça. Une blockchain, c'est une base de données, de telle façon que Spotify a sa propre base de données, Amazon a sa base de données, Conquistador a sa base de données, toutes les grandes entreprises ont leur base de données. Eh bien, la blockchain, c'est une base de données aussi, mais qui est immense et qui est partagée sur plein d'ordinateurs différents. Donc, ça veut dire il n'est pas juste dans un seul endroit. La base de données n'est pas juste dans un serveur qui est caché au fin fond d'un pays. C'est vraiment dupliqué sur plein d'ordinateurs dans le monde. Donc, il faut vraiment voir ça comme c'est une immense base de données que tout le monde peut voir en temps réel, à n'importe quel moment. N'importe qui peut voir ce qui se passe dans cette base de données. D'accord? On peut voir qui a écrit quoi, quand, à quelle heure, etc. Et cette base de données, on peut dire qu'elle est immutable, on peut dire qu'elle ne peut pas mourir dans le sens où elle est dupliquée sur des centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde. Donc, pour que la blockchain disparaisse, pour que quelqu'un fasse delete, pour que quelqu'un puisse supprimer la base de données, il faudrait la supprimer sur tous les ordinateurs du monde sur lequel il est. D'accord? Et cette blockchain, elle est vraiment sur beaucoup d'ordinateurs. C'est plusieurs centaines de milliers, voire des millions selon les blockchains. Vous allez voir, après, il y a différentes blockchains. Mais il faut voir la blockchain comme ça. C'est une base de données qui est complètement libre. Il faut savoir des choses. N'importe qui sur cette planète qui a Internet peut écrire dans cette base de données. N'importe qui peut écrire dans cette base de données. C'est une base de données ouverte. N'importe qui peut écrire. Mais par contre, il y a des règles quand même à respecter. C'est que quand vous écrivez quelque chose, une fois que vous l'avez écrite, cette chose-là, personne, et même vous, donc vraiment, personne ne pourra modifier cette donnée. Personne. Et personne ne pourra la supprimer, cette donnée. Donc, c'est-à-dire que, voyez ça un petit peu comme une base de données d'historique, de log. Voilà. Jean a fait ça, Mathieu a fait ça, Marie a donné ça à Bob, etc., etc. Eh bien, personne ne pourra modifier ça. Personne ne pourra modifier le fait que Bob a donné tant de choses à Jessica. Personne. Et personne non plus pourra supprimer cette donnée. Par contre, n'importe qui peut écrire dedans. Voilà. En fait, ça s'arrête là, la blockchain. C'est juste ça. Et dans le sens où cette blockchain n'appartient à personne,
et que n'importe qui peut écrire dedans, et bien du coup, on peut imaginer plein d'applications qui sont décentralisées. Elles sont complètement décentralisées. Personne ne contrôle cette blockchain vu que tout le monde la possède. Donc, on imagine bien des choses de telle sorte à ce que, par exemple, les banques, par exemple, voilà, prenons tout de suite une application financière parce que c'est ce qui a été fait dès le départ. Aujourd'hui, quand vous allez à la boulangerie, dans votre boulangerie, vous payez votre baguette de pain soit avec votre carte bleue, soit avec de l'espèce. D'accord ? Mais il faut savoir que cette carte bleue que vous avez, c'est la banque qui vous l'a remise. D'accord ? Quand vous allez passer votre carte bleue dans le lecteur, il va se passer des choses, mais en fait, vous n'allez pas forcément donner de l'argent. C'est-à-dire que c'est juste un signal électronique qui va expliquer que la banque va pouvoir donner, elle, de l'argent à cette boulangère, mais de manière électronique. D'accord ? Maintenant, vous n'avez pas donné d'argent vous-même, vous n'avez pas donné un billet, vous avez mis une carte. Donc, c'est-à-dire que vous êtes passé par un intermédiaire. Vous êtes passé par votre carte bancaire. L'intermédiaire, du coup, c'est la banque. Donc, ça a fait vous, banque, boulangère. D'accord ? Lorsque vous donnez de l'argent, des billets ou des pièces, c'est vous qui interagissez directement avec la boulangère. Et là, pour le coup, personne ne peut le contrôler. Je veux dire, la banque ne sait pas que vous avez dépensé 5 euros à la boulangerie. Le gouvernement ne le sait pas non plus. Il ne peut pas tracer l'argent liquide. Et c'est pour ça qu'il y a du black, etc. D'accord ? Donc, c'est simplement parce que l'échange se fait de manière complètement directe. Il faut voir ça un petit peu comme ça. La blockchain a permis du coup des transferts de valeur. Donc on peut parler de crypto-monnaie, mais on peut parler aussi d'objets digitaux, et ça on pourra aussi en parler, sans intermédiaire. Donc c'est-à-dire que vous passez par la blockchain. En fait, l'intermédiaire, c'est la blockchain. Mais comme la blockchain n'est pas une entité ni morale, ni physique, c'est juste du code qui est exécuté, à la limite, c'est vrai, vous faites confiance à du code, en fait, quand vous faites ça. Voilà. Faut vraiment voir ça comme ça. Alors là, on parle d'échange d'argent. On peut parler d'échange d'images, de vidéos et de plein de choses. C'est pour ça qu'on assiste aussi à un vrai changement de paradigme dans le monde artistique, notamment parce que n'importe qui peut donner une image qui est unique, parce que souvenez-vous, tout est traçable dans la blockchain. Tout le monde peut regarder ce qui se passe et chaque entité qui circule dans la blockchain est authentifiable. Et là, c'est intéressant parce que d'un seul coup, une image, du texte, devient une entité complètement authentifiée, identifiée et unique grâce à son ID. En fait, chaque entité a une carte d'identité, vous savez, un numéro d'identifiant. Et ce numéro-là, comme il est unique, eh bien, d'un seul coup, ça prend de la valeur. Dans le sens où, avant une image, et là, du coup, je change un peu le sujet, enfin, je change pas le sujet, mais je bifurque vers le sujet des NFT. On a toujours été né dans un monde digital dans lequel tout était duplicable. On peut tout dupliquer, le CTRL-C, CTRL-V, on l'utilise tout le temps. Et c'est normal parce que à partir du moment où Internet est arrivé, où le numérique il est arrivé, dans le sens où le numérique n'est composé que de 0 et de 1, qui est duplicable à l'infini, on est habitué au fait que votre dossier, vous pouvez le copier, votre image, votre texte, votre vidéo, ce que vous voulez, vous pouvez tout dupliquer. Du coup, ça n'a pas vraiment de valeur ce que vous faites. Une image numérique n'a pas vraiment de valeur parce que c'est simplement des 0 et des 1 que vous pouvez copier-coller à l'infini. Ok ? Eh bien, on a l'habitude de ça. Depuis que Internet, depuis que le digital existe, on a l'habitude de ça. Pour la première fois avec la blockchain, et c'est pour ça que c'est un petit peu mindfuck, pour la première fois, on arrive en fait à identifier chaque entité digitale sur Internet. Donc, vous pouvez, une image est complètement identifiée dans la blockchain. Du texte est authentifié. Une vidéo, n'importe quoi a son propre identifiant. Et là, d'un seul coup, ça fait sens. Une image, une asset, on appelle ça une image, une vidéo, un texte, a de la valeur dans le sens où il n'y en a pas deux, en fait, comme lui. C'est tout. Même si c'est deux images visuellement qui sont exactement pareilles, mais ils n'ont pas le même identifiant, c'est un petit peu, vous savez, j'aime bien prendre la métaphore des voitures. Vous avez les supercars, les Ferrari, les éditions limitées. Pourquoi elles ont de la valeur? Mais c'est parce qu'il y en a une sur 80. Il y en a 80 des Ferrari comme ça de cette édition-là, et c'est écrit sur la carrosserie, il y a le numéro de série, et il y a écrit 1 sur 80. C'est la première de toute la série. C'est pour ça qu'elle a de la valeur. Et c'est là où ça devient intéressant pour les artistes notamment, qui pourront maintenant enfin vendre leur création en fait sur la blockchain, dans le sens où n'importe qui peut vérifier qu'en effet cette création-là a été créée par cette personne et c'est cette identifiant-là. Et on peut même voir qu'il n'y en a qu'une sur la blockchain d'image comme ça. Il n'y en a qu'une seule. Tu vois.
Et là, on rentre dans des schémas vraiment assez sympas parce on voit un changement radical de paradigme dans le milieu artistique. On le voit aussi financier dans le domaine financier. Mais maintenant, on peut aussi imaginer plein d'autres choses, notamment dans l'administratif. Par exemple, moi, j'aime bien Les parler. testaments. T'as dit quoi? Les testaments, mais complètement les testaments, mais excellente idée. Je n'allais pas dire ça, mais clairement, les testaments, pour le coup, il y a une boîte qui s'occupe de ça, qui s'appelle Terre-Noire, et qui est d'ailleurs justement à Bayonne. Bayonne. C'est une boîte française. Et en fait, ils sont en train de créer un token, donc une entité qui vit dans la blockchain, d'accord, dans lequel on va pouvoir y mettre tout ce que vous voulez, comme si c'était un testament dans la blockchain. Aujourd'hui, un testament, c'est compliqué. Un testament, ça se perd, ça peut être sous forme de feuilles, ça peut être sur une feuille, ça peut être sur Internet, ça peut être, et puis il faut qu'il y ait un notaire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui signe comme quoi, en effet, ça a été écrit par cette personne à telle date, etc. Ça coûte cher. En fait, un testament, ça peut se perdre, deux, ça coûte cher, et ça prend du temps à faire, et surtout à être hérité. La blockchain peut répondre à des problématiques comme ça. Ne serait-ce que aujourd'hui, grâce à la blockchain, on peut en effet mettre tout ce qu'il y a dans un testament dans un token qui survit dans la blockchain. Et comme la blockchain, c'est quelque chose qui est inarrêtable, qu'on ne peut pas supprimer, et qu'on peut même contrôler les accès à ce fameux token, on appelle ça des capsules, en fait, voilà, on peut mettre plein de choses dedans, et ben là, d'un seul coup, plus besoin de notaire, on peut faire ça en 2-3 clics, et c'est pas cher du tout. Voilà. Et donc là, en effet, donc Terre-Noire, vous pouvez regarder, c'est un super projet qui démarre et qui est français. Et je trouve qu'il y a du monde de Terre-Noire dans le call au passage. Yes, c'est cool. Mais je pense notamment au gouvernement, tu vois. Aujourd'hui, ce qui prend du temps dans les procédures administratives, tu vois, genre, je sais pas, tu fais ta carte d'identité, tu veux une attestation de logement, etc. Ça prend du temps, mais qu'est-ce qui prend du temps factuellement? C'est pas les outils numériques qui prennent du temps, c'est simplement les vérifications qui prennent du temps. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a une personne humaine avec des yeux et des mains qui est obligée de vérifier. Si en effet vous êtes bien cette personne, si en effet vous avez bien ce bien, en effet vous avez, etc. Et c'est ça qui prend du temps, parce que vous n'êtes pas les seuls à demander ça. Et du coup, eux, comme ils sont 4-5 dans un bureau, ils peuvent pas faire des vérifications à la chaîne. C'est compliqué. Eh bien, c'est là où la blockchain aussi fait sens, parce que toutes ces étapes de vérification, donc c'est tiers, en fait, c'est des tiers de confiance, c'est des gens qui se positionnent entre vous et le besoin, en fait, la solution que vous voulez. Et c'est ça qui prend du temps. Comme on peut se passer de ça maintenant grâce à la blockchain, ça permet plein de choses. Par exemple, le système de vote démocratique. Mais c'est génial. Ça, c'est une application directe de la blockchain. Aujourd'hui, pour voter, vous vous rendez à un bureau de poste, vous mettez un petit papier, il y a plein de vérifications qui sont faites. Voilà. Il y a des comptages, il y a des recomptages, il y a des recomptages. Il y a même des candidats qui contestent que c'est pas le bon truc. Alors, il y a un recomptage. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Les gens, ça les embête. Bon, vous voyez le délire? Et bien là, pour le coup, en passant par la blockchain, on peut simplement faire on appelle ça un smart contract. Bon, là, on rentre dans des termes un peu techniques, mais si vous voulez, c'est un code qui sera exécuté et qui va comptabiliser les votes qui ont été faits. Et vous allez me dire, ouais, mais il peut y avoir des fraudes, du coup, machin. Mais en fait, il y en aura même beaucoup moins que le papier que vous mettez dans l'urne. Pourquoi? Parce que le code qui va décompter les votes, eh bien, il est visible par tous. N'importe qui peut vérifier ce code, n'importe qui peut dire, ah bah oui, c'est vrai, en fait, ce code, vu qu'il n'est pas propriétaire, ce code, il est visible, il n'est pas caché. N'importe qui peut vérifier ce qui se passe vraiment dans la blockchain. Et là, vous pourrez voir, en effet, vous avez voté pour, je dis n'importe quoi, Macron, ce jour-là. Et d'ailleurs, une chose assez extraordinaire, ce que la blockchain offre, c'est l'anonymat. Et ça, c'est bien. Parce que si tu veux, aujourd'hui, c'est compliqué d'être anonyme. Alors, les gouvernements, ils sont contents. Mais aujourd'hui, sur la blockchain, vous pouvez être anonyme dans le sens où, quand vous créez un wallet, donc si vous voulez, votre compte sur la blockchain, si vous voulez, voilà, moi, je peux l'appeler comme ça, eh bien, votre compte est complètement anonyme. C'est simplement des numéros et des chiffres, votre compte. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé d'associer ces numéros et ces chiffres à votre nom et votre prénom. Alors attention, si ça se trouve, ça peut changer. Demain, le gouvernement il va faire, oh là là, putain, tout le monde commence à utiliser ça, c'est le bordel, on va commencer à obliger les gens à associer leur numéro. Et ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent être cadrées, tu vois. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir être anonyme sur la blockchain, notamment pour les élections, pour le coup, et démocratique, c'est génial, parce qu'on pourrait voir en temps réel tous les votes qui sont faits, et en temps réel, vous pouvez voir le nombre de chaque vote pour chaque candidat. Donc là, il y a absolument zéro laps de temps entre le moment où il y a les votes et le moment où il y a le résultat.
Et là, on économise plein de temps et d'argent. Donc voilà, on peut imaginer plein d'applications comme ça. Il y a une dernière application qui est intéressante dans les questions, c'était sur la santé, les données de santé. Très intéressant. Ah ouais, carrément. Carrément. Alors moi, j'ai pas trop creusé le sujet. Mais pour le coup, dans la santé, à mon avis, c'est assez vénère aussi. Mais en fait, quand on comprend un peu le mécanisme de tout ça, on voit vite que tous les industries peuvent être changées. Même la musique. Mais vous vous rendez compte, aujourd'hui, un artiste qui veut gagner de l'argent, il fait quoi? Il va aller sur Spotify, il va essayer de mettre des sons, il va faire en sorte que il récupère de l'argent. Mais en faisant ça, il fait complètement confiance à Spotify. Je veux dire, il fait complètement confiance au fait que Spotify lui reverse une telle somme et ça correspond bien au nombre de streams. Mais tout ça, qui c'est qui le décide? C'est Spotify. Spotify peut très bien faker ces chiffres-là. Avec la blockchain, c'est fini. Aujourd'hui, si on imagine un Spotify décentralisé, donc dans la blockchain, eh bien, la base de données, on peut copier-coller Spotify, hein, c'est vraiment le même code et tout, le même interface et tout, sauf que la base de données, maintenant, c'est la blockchain. C'est plus leur base de données privée. Et là, d'un seul coup, on peut voir exactement ce qui se passe vraiment, en fait. Est-ce que, en effet, c'est le bon montant que tu dois recevoir, etc., etc. Et c'est beaucoup plus fair. C'est beaucoup plus fair. Et puis, encore une fois, on zappe des étapes de vérification. C'est marrant parce que je suis aussi dans l'événementiel, notamment dans le milieu de DJ, tout ça. Et il y a un vrai problème dans ce milieu-là qui est la rémunération des artistes au moment où sa musique, elle est jouée dans des clubs. Donc, pour ça, il y a une structure qui existe qui s'appelle la SACEM. Vous avez sûrement entendu parler de cette structure. Cette structure-là, son rôle, c'est quoi? C'est de reverser, en fait, en gros, l'organisateur de soirée, il va aller verser un cachet à la SACEM qui est en fonction du nombre d'artistes que tu as, en fonction de l'heure, de la durée de la soirée, etc. Donc, c'est très flou, tout ça. En fait, la SACEM, c'est pas vraiment ce que tu as passé à ta soirée, en fait. Donc, lui, il va essayer de répartir cet argent chez les artistes qui sont inscrits à la SACEM pour leur dire, ça devrait à peu près correspondre à ça, parce que tes sons, on pense qu'il a été joué. Mais même la SACEM ne sait pas du tout ça. Enfin, comment ça peut être très clair? Ça, c'est impossible d'être clair sur ça. Et bien là, on peut répondre aussi à cette problématique. Simplement, tu vois, si on imagine que les platines de demain, les platines pour jouer de la musique dans les clubs sont connectées à la blockchain, à chaque fois qu'une musique elle est jouée, comme la blockchain c'est exactement c'est quelle musique qui est jouée à tel moment et ça appartient à tel artiste, d'un seul coup, il verse l'argent à l'artiste. Et là, on comprend vraiment que des structures comme la SACEM peuvent disparaître du jour au lendemain si on adopte la blockchain. Et qui joue en faveur incroyablement pour l'artiste. Mais c'est trop bien pour l'artiste. C'est génial. Enfin, il va pouvoir vivre de sa passion et de manière complètement fair. C'est une aubaine pour plein d'industries. Et là, pour le coup, il y a beaucoup d'applications possibles. Je vois que ça parle beaucoup dans le chat. Ouais, il y avait Mathéo qui disait et pourquoi cela n'a jamais été? Je lui ai répondu simplement que c'est une révolution technologique, que la société mettait toujours du temps à s'adapter à la technologie. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui pourraient être révolutionnées et pas que dans la blockchain. Ouais. Pourquoi c'est une vraie question parce que on se dit ouais, mais alors pourquoi du coup ça n'existe pas encore et ça? Mais c'est parce qu'on est encore extrêmement tôt dans cette innovation là et aussi les gens ils comprennent pas en fait, ils savent pas vraiment ce que c'est. Et tu sais, il y a cet a priori de mais c'est de la crypto-monnaie, c'est du virtuel, ça n'existe pas vraiment. Donc de toute façon, dans les adoptions de masse, tu sais, dans la courbe d'innovation de masse de l'innovation. Pourquoi au début il y a toujours un très petit nombre de personnes qui adoptent, on appelle ça des early adopters en fait, qui adoptent ces nouvelles technologies, c'est simplement parce que elles n'ont pas peur, elles adorent tester de nouvelles choses, tu vois, elles sont là, machin. Sauf que pour passer à la masse d'après, c'est des gens qui ont peur et qui ont toujours cette crainte de l'inconnu, tu vois. Au début, t'as les hardcore, au début, t'as les très jeunes, tu vois, TikTok et tout le monde s'y va, machin, c'est incroyable et comme dans la crypto, c'est beaucoup de jeunes, machin. Et petit à petit, quand on veut arriver à l'adoption de masse, on arrive plus tôt vers des gens qui ont peur. Ok, et c'est normal, tu vois. Ils disent, mais attends, c'est pas virtuel, machin. Donc, il faut passer cette étape d'insultes, mais parfois ça peut être très virulent. Hein. Tu sais, il y a des gens, moi, j'ai écrit un super post LinkedIn il y a une semaine sur la blockchain. Je me suis fait insulter, mais c'est trop bien. En fait, ça montre vraiment qu'on est dans cette phase encore où les gens, comme ils comprennent pas encore ce que c'est et que du coup ils ont peur de ce que c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Et bien tout de suite, ils associent ça à tous les articles qu'ils peuvent voir d'arnaque, etc. Ils disent non, mais ça, de toute façon, c'est un Ponzi géant. Vous allez tous y perdre demain, etc. Alors, moi, je trouve ça amusant. Au début, voilà, on peut s'amuser en disant voilà, machin. Bon, tu sais, tu comprends pas trop de quoi tu parles parce que regarde, il y a ça vraiment. Et je vois vite que ce sont des gens qui, a priori, ne savent pas trop de quoi ils parlent, tu vois. Mais c'est OK. Après, le but, c'est même encourageant parce que ça veut dire qu'on avance. Au moins, il y a des gens qui ont peur, qui sont en train de s'exprimer. Mais comme Internet, hein.
Enfin, je sais pas, au départ, Internet, c'était, mais c'est du virtuel, ça n'existe pas. Qui va aller dans Internet? C'est même pas physique, on peut pas le toucher. Aujourd'hui, regarde, on fait de la visio sur Internet, et grâce à Internet, il y a 30 personnes qui peuvent nous écouter. Donc, bon, du coup, on vit un peu ce moment-là, et je trouve que c'est complètement normal. C'est juste que maintenant, il faut faire de la pédagogie, il faut juste expliquer, vulgariser, c'est mon combat, c'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire-là, pour juste vous exprimer les possibilités, mais aussi les dangers. Parce que c'est vrai, qui dit révolution dit pas de législation, une peur et aussi plein de dérives. Parce qu'il y a plein aussi de gens qui sont malveillants là-dedans, dans le sens où c'est pas cadré, etc. Et c'est normal, c'est comme Internet. Notamment pour blanchir de l'argent. Exactement, bah ouais. Et d'ailleurs, le marché des NFT, je sais que y en a qui s'en servent pour blanchir de l'argent. Donc, il n'y a pas de vérifications qui sont faites. Le KYC, il n'est pas du tout. Donc, les KYC, c'est ces procédures-là qui permettent d'identifier les clients de chaque banque. Donc là, il n'y a pas du tout de KYC pour les projets crypto. Là, d'ailleurs, Damien, je te laisse prendre la parole. Je vois que tu as levé la main et je sais que ça te parle parce que Damien, il est la BNP Paribas. Donc, je pense que ça va être intéressant de l'entendre sur ce sujet. En fait, ouais, c'est très intéressant parce que, en effet, c'est un argument qu'on retrouve souvent de dire c'est un super moyen de blanchir de l'argent, c'est un super moyen, voilà, de faire du trafic et tout ça. Ce qui est vrai aujourd'hui. Le problème de KYC, vous savez, le KYC, c'est Know Your Customer. C'est ce qu'on est obligé de faire dans les banques pour ouvrir un compte, mais également pour les transactions qui sont un peu grandes ou un peu suspicieuses. Et c'est vrai, aujourd'hui, je pense que c'est un boulevard, la crypto, parce qu'il y a certaines banques de crypto qui permettent d'acheter de la crypto sans vérification. Néanmoins, le jour où tout le monde se mettra à la blockchain, le jour où ça sera démocratisé, il n'y aura plus du tout de blanchiment d'argent. Là, pour le coup, il y aura plus, le financement du terrorisme sera impossible. Parce qu'en effet, aujourd'hui, s'il y a des terroristes qui achètent des armes ou des dealers qui blanchissent de l'argent, c'est possible. Pourquoi? Parce que tout le système n'est pas basé sur la blockchain, justement. Et que quand ça re-rentre dans les banques, bon, bah, du coup, ça redevient le flou. Alors que si, justement, tout le monde se basait sur le système, ça serait strictement impossible. Mais comme on est dans l'entre-deux, bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une faille. Et du coup, c'est un petit peu intéressant d'utiliser cet argument parce que c'est un petit peu un contre-argument en même temps parce que les banques ont beaucoup de mal à éviter cela. Chez BNP Paribas, il y a eu une grosse amende par rapport à ça il y a quelques années, donnée par les États-Unis d'ailleurs, et ils obligent les consultants, donc moi en l'occurrence, même si je suis dans l'informatique, à passer des formations tous les ans sur le blanchiment d'argent et tout ça. Mais il y a toujours l'erreur humaine. Il pourrait être, enfin, on n'en a pas fait depuis. La BNP Paribas est très clean là-dessus, ça n'en a pas fait depuis évidemment. Et néanmoins, il y a un facteur humain très très grand ici là. Alors que dans la blockchain, c'est décentralisé et c'est accessible et c'est géré par des smart contracts. Donc c'est vraiment géré par du code. Enfin, c'est compliqué. Enfin, genre c'est quasiment impossible en fait. Tout sera visible. Tu pourras pas acheter. Tu achètes une arme aujourd'hui. Dans 150 ans, on verra que c'est toi qui as acheté une arme avec tel argent qui vient de là parce que c'est écrit sur la blockchain. C'est bien ça. Il y a la mémoire et tout est inscrit et la base de données ne se supprime pas avec le temps. Contrairement à un legacy de banque qui peut très bien être supprimé à un moment ou à un autre pour diverses raisons. C'est cette vision très libre, pour le coup open source, vient vraiment du créateur du Bitcoin et qui avait cette vision du futur comme ça, et il se bat contre ça, et ce qui fait que sa création technologique a fédéré complètement une communauté qui est en accord avec ça et qui veulent continuer ce combat-là malgré le fait qu'on n'entend plus vraiment ce gars, tu vois. Et en effet, ça prend, tu vois, ça prend maintenant. Faut juste attendre ce moment où en effet les gouvernements s'y penchent et légifèrent par rapport à ça. On attend que ça, tu vois. Maintenant, je pense qu'ils seront sous pression du marché, parce que moi je suis très partisan de dire que le marché a toujours raison et que par le fait que les gens l'utilisent tous les jours et que ils s'en servent pour résoudre des vrais problèmes, à un moment donné, l'État sera obligé de l'accepter. Tu vois, de toute façon, ça a toujours été dans ce sens. Il y a Paul de Prof Embauche qui a une petite question, je pense. Vas-y. Ouais, vous m'entendez correctement? Ouais. Merci. Alors, j'avais une question. En fait, il y a plein de questions dans celle-là. Alors, j'ai un petit écho, mais je vais le faire quand même. En fait, j'entends parler de plus en plus de régulation, notamment sur des normes ISO, sur la blockchain et notamment à cause de l'impact environnemental du Bitcoin. On est sur un truc avec du minage, beaucoup de transactions qui sont énormes, des délais de transactions qui sont énormes également. Alors qu'il y a d'autres réseaux sur des altcoins, par exemple, je pense à Stellar,
où voilà, il y a plein de petites cryptos qui sont en train de naître. Qu'est-ce que vous pensez de cette régulation, sachant qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui parlent du système quantique et tout ça pour vérifier tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un impact à ce niveau-là sur le Bitcoin, l'Ethereum et compagnie, les grandes cryptos qu'on connaît? Et est-ce que ça va aussi avoir un impact sur les réseaux de type Stellar? Voilà. Alors, super intéressant. Et là, pour le coup, c'est une question qui revient beaucoup. Et c'est vrai que c'est très, très important comme sujet. Je vais remettre les choses dans leur contexte. Le Bitcoin a été créé en 2009, ok, par cette personne, Satoshi Nakamoto. Lui, il voulait simplement envoyer ça en mode, voilà, c'est mon concept, je pense que c'est cool, allez-y. Et en fait, ça date de 2009, ok. Donc c'est quelque chose qui est assez vieux aujourd'hui. Donc on est quand même en 2021, tu vois, ça commence à dater. Et c'est vrai que le concept que lui il a créé était basé directement, on va dire la puissance de la blockchain, on va dire, était directement liée à une puissance de calcul, machine, ok. Donc c'était vraiment lié à ça, son proof of concept qu'il a créé en 2009. Donc fatalement, on l'a utilisé, on l'a aimé, on l'a apprivoisé, de plus en plus de gens l'ont adopté, cette blockchain-là, et on s'est vite rendu compte de quelque chose, mais attends, plus il y a de gens sur cette blockchain-là qui font des transactions, plus ça nécessite du calcul machine, et plus en effet, du coup, ça pollue. Pourquoi? Parce que du coup, des gens ont besoin de plus en plus de machines pour pouvoir faire fonctionner la blockchain, pour pouvoir même, on appelle ça des mineurs, hein, miner cette crypto-monnaie-là. Et là, pour le coup, il y a un impact direct sur l'environnement. Et c'est pour ça que assez vite, quand je dis assez vite, c'est en 2014, il y a des gens qui sont penchés sur cette question-là, tu vois. C'est, mais attends, comment on peut faire en sorte d'avoir toujours ce fonctionnement décentralisé, mais tout en étant très respectueux de l'environnement. Et en effet, il y a des concepts qui ont émergé, notamment celles que tu as relevé, mais aussi, je parle de Ethereum, tu as Polkadot, Cardano qui sont en train d'arriver, etc., qui sont des nouvelles blockchains, donc on va dire des versions 2, version 3, version 4 de Bitcoin, ok, de la blockchain qui gère le Bitcoin, et qui en effet, dont la puissance de blockchain n'est pas du tout liée à la puissance machine que ceux qui hostent la blockchain. Et là, pour le coup, on rentre un peu plus dans de la technique, mais on appelle ça de la... Hier, chez Bitcoin, tout fonctionnait sous la preuve de travail, donc la proof of work, on appelle ça. Donc, c'est-à-dire que c'est plus, en gros, on a des machines plus puissantes, plus on arrive à utiliser la blockchain. Je schématise en énorme, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, on arrive à faire des blockchains, notamment celle que je t'ai citée et celle que tu as citée aussi, qui est basée plutôt sur la proof of stake, donc de la preuve d'épargne. Et là, pour le coup, on n'est plus basé sur, en effet, un calcul machine, mais plus sur des épargnes de crypto-monnaies qui résident dans cette blockchain-là. Alors là, on rentre dans des choses un peu plus complexes. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on va vous donner un super groupe Telegram que j'ai mangé avec une communauté pour faire de la pédagogie dessus. Mais pour le coup, on a pensé à ces problèmes-là. Et aujourd'hui, depuis 2014-2015, depuis qu'Ethereum existe et depuis que les smart contracts existent, on arrive à créer des blockchains qui sont complètement respectueux de l'environnement, car on n'est plus basé sur la preuve de travail, mais la preuve d'épargne. Et ça, c'est vrai qu'on le dit pas assez, que souvent les détracteurs de la blockchain pointent du doigt ce côté polluant du Bitcoin. Et ils ont raison. Le Bitcoin est polluant. La blockchain Bitcoin n'est pas du tout respectueuse de l'environnement et fait mal à l'environnement. Et c'est ce pourquoi je pense que lorsque ça sera complètement établi, la blockchain, on ne sera pas du tout sur Bitcoin, on sera sur d'autres protocoles, comme tu as cité aujourd'hui. Et moi, par exemple, aujourd'hui, notre projet n'est pas du tout sur Bitcoin et n'est même pas sur Ethereum, pour te dire. C'est encore sur une chaîne qui est encore plus récente que ça, qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide, beaucoup moins chère et beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Il y a Fabien juste qui apporte un KPI. Il y avait 18 millions de Bitcoin miners, donc de gens qui minaient le Bitcoin, et aujourd'hui, ils sont plus que 3 millions, tu vois. Ouais. Bah, en fait, alors ça excuse-moi, je peux juste couper? Excusez-moi. En fait, ce que j'avais marqué, en fait, c'est pas les 18 millions de mineurs, mais il y a 18 millions de bitcoins qui ont été minés. Il en reste 3 millions à miner, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est clairement ça, Fabien, tu as raison. Et Ok. c'est simplement parce que justement le protocole se base sur une courbe de minage, on va dire, qu'au début, la création du Bitcoin, donc le minage qui était très polluant, était très rapide, et puis dans le temps, c'est en train de s'écraser, il y en aura de moins en moins qui seront minés de Bitcoin. Mais c'est vrai que
le protocole Bitcoin est quand même ultra lié au calcul machine et donc c'est compliqué pour l'environnement. Mais l'avenir de la blockchain n'est pas du tout dans le Bitcoin. Absolument pas. Pas du tout, du tout. On peut l'avoir chez Ethereum. Voilà. Après, il y a plusieurs écoles. Moi, je la vois plus sur d'autres technos qui sont en train d'arriver. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est plus trop d'actualité, cette fameuse question d'écologie quand on parle de blockchain. Entendez-moi bien, blockchain, parce que je reste très, très d'accord avec le fait que le Bitcoin est polluant. Il y a d'abord Pierre qui levait la main et après il y a Damien. Oui, allô? Alors, je m'appelle Ruth, en fait, et Pierre, c'est mon nom de famille. C'est pas grave. Désolé. Du coup, on me l'a fait toujours. En fait, je trouve le webinaire Voilà. Je trouve le webinaire hyper intéressant. Le truc, je reviens sur mon histoire de données de santé, parce que moi, je travaille sur des différents projets à impact, Tech for Good, et c'est vrai que là, on est sur un sujet de santé dont la blockchain revient souvent. Mais moi, j'y comprends rien. Du coup, c'était savoir où est-ce que je pouvais trouver de l'info et moi-même comprendre, en fait, pour voir dans quelle mesure je peux l'appliquer à ces projets qui visent à faciliter l'accès à la santé pour tous. Très bonne question. Alors, le sujet de la santé dans la blockchain, je ne l'ai pas beaucoup fait. Maintenant, si je peux te conseiller des ressources, en fait, bon, moi, ce que je fais, moi, déjà, en premier, pour comprendre déjà le mécanisme de la blockchain et qui est très bien expliqué d'ailleurs pour des gens qui sont pas du tout techniques, c'est Binance Academy. Donc, Binance Academy, je l'écris dans le chat. C'est des articles qui sont très bien faits, qui sont aussi en anglais et en français. Maintenant, après, si tu veux vraiment intégrer un domaine spécifique comme celui de la santé dans la blockchain, franchement, moi, je te conseille vraiment d'aller sur YouTube et faire santé, blockchain ou bien simplement sur Google parce que tu vas beaucoup te rendre compte que ceux qui sont dans ce milieu-là, ils écrivent énormément d'articles sur Medium notamment. Et là, pour le coup, tu peux trouver des ressources dessus. Donc, à mon avis, avec blockchain, santé, healthcare, tout ça, sur Medium, à mon avis, t'en trouves pas mal. Ouais. Par exemple, il y a Laurent Alexandre qui fait du séquençage ADN et qui est l'ancien CEO de Doctissimo. Et du coup, lui, par exemple, comme il a vu qu'il y avait une faille de sécurité énorme sur les données de santé, lui, typiquement, ce qu'il fait, c'est que quand les patients vont faire des tests pour connaître un peu plus, en savoir plus sur leur ADN, et ben lui, il est en train de construire une technologie justement pour enfermer cette donnée-là au sein de la blockchain, pour pas qu'il y ait de faille de sécurité, typiquement. Ok. Ça marche. Ok, je vais regarder tout ça. Ok, ça marche. Bon, je vais regarder tout ça alors. Super. Mais sinon, viens parler avec nous. Tu vas voir, on aime bien faire des projets dans ce genre de bail parce que justement, j'y arrive. On va y arriver doucement, mais je vais laisser Franck dérouler le truc et on aime bien les gens. Ouais, mais carrément. On peut rester en contact. Avec grand plaisir. Parce que c'est vrai que Doctoplanet a une envergure assez importante. Là, on a créé une couverture santé internationale pour les territoires émergents et les pays comme Haïti, les Comores, etc. Où là, le mois prochain, les AICR vont pouvoir bénéficier d'une couverture de santé et avoir accès à un certain nombre de centres médicaux. Donc ça, c'est vraiment canon. Et ouais, bien sûr, on reste en contact avec grand plaisir. Mais toi, tu vas pouvoir bénéficier d'une hacker house sur la côte basque. Je te laisse pitcher, Franck, je te laisse ton truc. Juste Damien, il voulait dire quelque chose. Il a levé la main aussi. Ouais, d'abord Damien. Non, je vais être très rapide. C'est juste pour rebondir ce que tu as dit tout à l'heure sur l'écologie. L'écologie, oui, en effet, la blockchain est relativement énergivore et peu écologique par rapport aux blockchains d'aujourd'hui. Mais après, à savoir si le Bitcoin est écologique ou pas, il faut savoir que le système monétaire, donc le cash, la gestion des billets et l'approvisionnement des billets, la création des billets, tout ça, c'est pas du tout écologique non plus. Hein. Donc, il y aurait même limite, je sais même pas lequel est le moins écologique entre les deux. Donc, c'est aussi un peu à prendre avec des pincettes ce genre d'argument. Néanmoins, en effet, les blockchains plus récentes sont plus écologiques. Mais à comparer avec le système monétaire actuel, pas certain, vraiment pas certain. Ah, c'est bien vu, j'avais jamais pensé comme ça. Hein. Good.
Yes, yes. Et avant d'attaquer un petit peu les projets qu'on monte et tout, je voulais aussi parler d'un domaine qui, moi, me tient vraiment à cœur dans la blockchain. Pour le coup, c'est l'entrepreneuriat et surtout dans le milieu de l'investissement. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, quand vous montez une boîte et que vous avez un marché et qu'il faut accélérer, etc., il faut lever des fonds. On est exactement dans cette configuration chez Conquistador et c'est plutôt même stylé, en fait. Maintenant, parce que bon, voilà, il faut déjà avoir un marché. Maintenant, il faut lever des fonds. Et là, pour lever des fonds, ça se complique. Déjà, il faut trouver les investisseurs. Ça demande du temps, ça demande du réseau, ça demande des rendez-vous, ça demande tu lâches des parts. Ça demande vraiment beaucoup de. En fait, au final, vous vous défocusez un petit peu de votre projet pendant un moment si vous voulez lever des fonds dans votre boîte. C'est un problème, d'accord? Mais en même temps, c'est très très bien parce que voilà, ça permet d'accélérer, etc. Mais n'empêche que vous vous défocusez et c'est pas réservé. Enfin, c'est pas autorisé. Enfin, c'est pas ouvert à tous l'investissement, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui vont investir dans votre boîte, ce sont des gens qui ont de l'argent et qui ont l'habitude de le faire aussi, qui connaissent très bien les procédures. Il faut un avocat, il faut peut-être. Enfin, il y a un petit système qui se met en place qui peut mettre des semaines, voire des mois, voire des années. Il y a des levées de fonds qui se font sur plusieurs années. Donc voilà. Eh bien, tout ce mécanisme de levée est en train de vivre un petit changement de paradigme grâce à la blockchain. Alors, on est vraiment au tout début et il y a encore peu d'applications dans la vie réelle, mais n'empêche que ça permet à n'importe quel projet de pouvoir être financé par absolument n'importe qui dans le monde. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous levez des fonds, c'est des gens relativement proches, ou en tout cas du réseau à vous, parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, parce que le gars qui a 20 euros, enfin, je veux dire, voilà, il va pas mettre 20 euros, c'est pas légiféré. Alors, il va vous donner 20 balles, mais c'est pas le but et vous pouvez pas toucher ça à un grand nombre. C'est marrant parce que Kickstarter le fait très bien, ça. Kickstarter a voulu un peu lever ce problème de lever de l'argent, c'est chiant, c'est lourd, c'est long, il faut trouver des investisseurs, c'est réservé à des gens qui ont du réseau, etc. Ils ont en partie résolu ce problème-là. Ben, la blockchain, c'est le Kickstarter plus, si vous voulez. Dans le sens où, déjà, lorsque vous créez un projet dans la blockchain, vous associez votre projet à une monnaie, à un token, on appelle ça. En fait, c'est comme une action, c'est des parts du capital, si vous voulez. Et donc vous décidez du nombre d'actions qu'il y a de votre projet, d'accord, et c'est en cliquant, enfin je veux dire, il y a rien, enfin, c'est facile à faire. Donc si moi demain ma boîte, je veux qu'il y ait 50 000 actions qui partent comme ça dans la blockchain, eh bien je peux permettre à des gens dans le monde entier qui sont dans la blockchain d'acheter ces tokens-là au prix que je veux. Donc, au départ, on appelle ça une IFO. En fait, donc, au départ, moi, je vais fixer un prix de ce token-là, admettons 10 euros, d'accord? Et pendant 1 heure, n'importe qui pourra acheter mon token pour 10 euros. Et il y en a 50 000 qui existent. Voilà, ça se passe comme ça, c'est des levées de fonds en fait, qui durent 1 heure, donc c'est très très court, vous voyez. Et pourquoi ça dure 1 heure, vous allez vite le comprendre. C'est simplement parce qu'il y a énormément de monde dans la blockchain. Tout le monde adore investir dans les projets. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les mêmes arguments que tout à l'heure, c'est le début, tout le monde fait des projets, il y a plein de choses qui se font, il y a peu d'entrepreneurs encore dans la blockchain, donc les gens ils veulent mettre leur argent très vite, comme on vivait dans la Silicon Valley, le début de l'entrepreneuriat sur Internet. Et bien là, c'est un peu la même chose. Et ce qui fait que là, n'importe qui peut investir. Moi, je peux mettre 10 euros dans un projet demain, je peux mettre même 1 centime si je veux dans le projet, ou bien je peux mettre 1 million d'euros dans le projet. Je vais passer par la même plateforme, ce qui est la blockchain, et je vais investir comme ça. Donc moi, je peux toucher des gens du monde entier. Là, on s'affranchit des frontières, on s'affranchit de la langue, on s'affranchit de absolument tout pour lever des fonds. Et moi, ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est des choses que, là, ce que je vous dis, c'est pas délirant, c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai pris plein de fois. Par exemple, moi, il y a un projet sur lequel j'ai voulu rentrer, donc je voulais investir. Alors, j'ai pas eu tout le profil d'un investisseur, hein, encore une fois. Moi, je voulais mettre 70 euros, je me souviens. Et en fait, la levée de fonds commençait à 10 heures du matin. Elle se finissait à 11 heures. Et dans leur levée, en fait, il faut savoir que c'est géré pas par une structure, la levée de fonds. C'est géré par du code. Souvenez-vous, on est dans la blockchain, tout est libre. Et ce code, on appelle ça un smart contract, a été codé de telle sorte à ce qu'il gère bien toutes les transactions qui sont faites et reverser l'argent. Et ensuite, si ça dépassait le montant, comme Kickstarter, vous savez, quand vous avez atteint le goal, quoi, les gens sont remboursés à la fin. Il était stipulé dans ce smart contract, donc dans ce code qui était lisible par tous, que j'ai vérifié, et bien, il était écrit qu'en effet, il y avait un premier cap à 800 000 $. Donc, eux, leur but, c'était de vendre pour 800 000 $ d'actions. Et après, il y avait un hard cap, donc il y a un soft cap et un hard cap, qui était au maximum 2 millions. Okay, et si ça dépassait 2 millions, tout le monde était remboursé. D'accord, 800 000, c'était pour que la levée soit validée.
D'accord? Donc, il demandait simplement 800 000 euros et avec un hard cap à 2 millions. Ça ouvrait à 10 heures. Moi, évidemment, à 10 heures, j'étais prêt parce que je voulais investir. Je commence à aller sur le site, tac, tac. Et là, je vois, ça commence à bugger. Je vois, OK, bon, plein de gens veulent investir, c'est normal, machin. Je réfléchis. À 10h01, enfin, j'arrive à mettre mes 70 euros. Eh bien, j'ai halluciné, hein. Je peux vous dire, juste après avoir investi, il y a eu un message qui s'affichait en mode « On vient de vous rembourser parce qu'il se trouve que le hard cap a déjà été atteint. » Donc, en moins d'une minute, OK, les mecs ont déjà levé 2 millions de dollars en moins d'une minute. Et à 1 heure après, donc à 11 heures, il y a eu le bilan de la levée, donc, parce que les gens ont continué à investir malgré le fait que c'était fini. Eh bien, on pouvait voir qu'il y a eu en tout 520 millions de dollars qui a été levés en 1 heure sur un projet. Et ben, tout le monde a été remboursé. Ils ont juste gardé les 2 millions premiers qui ont été investis. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Et là, je parle pas d'un projet style Spotify, Amazon qui a levé des fonds. Je parle d'un projet absolument pourri avec une interface pourrie où vraiment ça faisait pas grand chose en plus. C'est sûr, c'était 2 gamins en calbut dans leur chambre qui faisaient ça, OK, et qui ont levé comme ça en claquant des doigts 2 millions en moins d'une minute. Je veux dire, dans le monde réel, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et des levées de fonds comme ça, il y en a tous les jours sur la blockchain. Voilà. Donc, si vous voulez, alors il y en a qui ont des projets plus ou moins solides, il y en a qui y croient plus que d'autres. Il y en a aussi des tokens qui reposent sur rien du tout. Ça arrive, comme le Dodge. Je vois que tous les gens ils en parlent, et les gens ils investissent juste dans le sens où ils veulent revendre derrière. Alors, il y a l'effet spéculatif, c'est vrai, mais comme quelqu'un qui veut investir dans Apple le jour où Steve Jobs était dans son garage et qui voulait revendre 10 ans plus tard, bah, il serait milliardaire aujourd'hui. Ou bien il y a des gens qui veulent simplement acheter ce token-là pour avoir des droits, parce que souvenez-vous, on parle d'actions quand même. Donc la personne qui a, je sais pas, admettons 100 tokens, eh bien, cette personne-là a le droit de voter sur les prochaines décisions du projet. Donc, on appelle ça des DAO, donc c'est-à-dire c'est des structures, encore une fois, qui sont codées dans la blockchain, hein, donc c'est pas propriétaire, qui permet aux créateurs du projet d'émettre des propositions, d'idées, d'ailleurs que la population peut aussi émettre, et les gens peuvent voter pour oui ou non ils veulent cette fonctionnalité. Imaginez Spotify, demain ils disent « Ah bah maintenant on veut mettre des stories ou des vidéos dans les clips. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non. » Et ben c'est les gens qui ont les actions qui ont le droit de voter. Donc ça vous donne des droits aussi d'avoir des tokens. C'est comme si vous aviez des actions et vous participez au board de l'entreprise. C'est un petit peu la même chose, sauf que c'est à l'échelle. Maintenant, un board aujourd'hui, c'est une table avec 20 personnes autour, au max, quoi. Aujourd'hui, bah, c'est à l'échelle. C'est des millions de personnes qui sont autour d'une table et qui votent. Vous vous rendez compte? Et là, ça ouvre une perspective assez dingue et on voit tout de suite l'avenir de l'entrepreneuriat. Parce que déjà, avec Internet, on a permis à des gamins de devenir entrepreneurs, ce qui était une belle chose, hein, ce qui a permis de voir Apple aujourd'hui, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est maintenant l'investissement qui est accessible à tous. Donc maintenant, le fait que n'importe qui peut devenir investisseur et n'importe qui peut demander à être financé, eh bien, on assiste encore une fois à un entrepreneuriat facilité. Et ça me séduit énormément parce que c'est vrai que on combat pour ça chez Conquistador. L'entrepreneuriat pour tous, montrer que c'est facile, etc. Et là, pour le coup, ça va dans le bon sens. Voilà, je voulais juste rebondir sur ce sujet de l'investissement et des levées de fonds dans la blockchain qui me paraît vraiment pertinent, quoi. C'est hyper intéressant. C'est un moyen d'investissement qui est incroyable. Bon, nous, on en a déjà parlé, forcément. Mais bref, ouais, ça va être insane. Une question de Victor. Ouais. Est-ce que la blockchain est amenée à devenir une nouvelle technologie qui ressemble à un dépôt de brevet? Par exemple, je développe des lignes de code en créant un token que je revends, tout comme je dépose un brevet et je touche des royalties. Alors, bon, dans le sens où déjà ton code, pour qu'il soit exécuté par la blockchain, il faut qu'il soit sur la blockchain, il est déjà libre ton code, c'est-à-dire qu'il n'appartient déjà plus à personne. Voilà, ton code, il appartient à tout le monde d'un seul coup. Il y a vraiment cette dimension décentralisée qui est très profonde dans la blockchain, qui à partir du moment où il y a un projet qui fonctionne dans la blockchain et qui est du coup décentralisé, le code n'appartient plus à cette personne-là. D'accord? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des gens qui simplement copient-collent des projets qui fonctionnent déjà très bien dans la blockchain, mais avec une nouvelle interface, un peu plus jolie, avec un nouveau nom, etc., etc. Et là, ça crée du coup une multiplication de plein de projets poubelles, parce que c'est comme si, moi, du jour au lendemain, je disais de copier-coller Spotify. Voilà, moi, je veux faire un Spotify, mais alors que ce soit vert, c'est bleu. Et je vais pas l'appeler Spotify, je vais l'appeler Spotify Coucou. Voilà. Et bien, mon projet, si ça se trouve, il va marcher. Les gens, ils vont être beaucoup plus attirés par cette charte graphique, par ce nom, etc. Et tant mieux. Et c'est ça qui est assez amusant. Alors, du coup, ça crée aussi plein de poubelles et aussi des gens qui copient-collent des projets, mais par contre, qui injectent du code un peu pirate
parce qu'ils savent que la plupart des gens qui utilisent des applications décentralisées ne regardent pas vraiment le code qu'ils utilisent. Et là, ça crée des arnaques, des scams, tout comme Internet, avec tous les sites Internet qui étaient blindés de virus et d'injections SQL, tout ça. Enfin bref, des choses assez... Et alors, attends, parce que du coup, ta deuxième question, c'était, par exemple, je développe des tokens en créant un token que je vends, tout comme je dépose un brevet et je touche des royalties. En fait, donc, si je te le dis bien, tu pensais que mon code, en gros, je le vends à quelqu'un, ou alors je le donne à quelqu'un et je reçois des royalties à chaque fois qu'il est exécuté, c'est ça? Alors, en fait, tu as en partie raison. Si tu veux, dans le code, tu peux très bien déterminer que telle action va te verser de l'argent à toi. Tu vois. Et par exemple, c'est ce qui se fait pour la création de NFT. Donc, par exemple, si je crée une image œuvre d'art dans la blockchain, je vais mettre dans ce code qu'à chaque fois que cette œuvre d'art est cédée à quelqu'un dans la blockchain, eh ben, il y a 5% qui m'est reversé à moi, Franck Dupont, parce que je suis créateur. Tu vois. Et c'est pour ça que ça révolutionne un peu le monde des royalties, des licences, de l'art, parce que tout ça maintenant devient automatisé. C'est plus attends, je dois le traquer, etc. Il faut que tu aies un code et tout. Non, non. C'est à partir du moment où le NFT, donc le token, il est émis à une personne, il y a le code qui est exécuté, et du coup, je reçois mes 5% parce que c'est ce que j'ai écrit au moment où j'ai créé le token. Et la personne qui l'a récupéré était au courant parce que le code, il est libre. Tu vois, voilà. On rentre dans une dynamique comme ça. Tu vois, j'ai déjà répondu, mais c'est le code de la levée de fonds à 2 millions. Mais en fait, le code est libre. Mais bien sûr, le code est libre. Mais en fait, le code, il fait rien. C'est juste qu'il récolte de l'argent et puis après, il reverse une partie de l'argent aux entrepreneurs du projet en question avec le soft cap et le hard cap qui est respecté et le reste est remboursé. Et d'ailleurs, n'importe qui pourra contester ces résultats parce que tout est visible dans la blockchain et parce que les 2 millions, en effet, ils ont été atteints et que tout le monde a été remboursé et tout le monde peut vérifier que tout le monde a été remboursé. Tu vois, c'est pas comme si l'État voulait te rembourser, mais t'as pas le droit, tu contestes, nanana, machin. C'est fini tout ça. Tu vois. Alors, on rentre vraiment dans quelque chose où les gens font confiance à du code et puis à des gens. Voilà. On termine pour ce qu'on veut faire. Exactement. Ouais, c'est déjà 18h04. Non, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, plusieurs choses. Alors, déjà, moi, je suis tout fou, je teste plein de choses. Je code des smart contracts, je teste des choses à droite, à gauche, bref. Et là, en fait, en ce moment, 2 choses se met en place. En fait, 3. Je vais commencer par la première chose qui est pas vraiment liée, qui est pas un projet blockchain, mais qui est plus lié à la pédagogie. Donc, avec Conquistador, on a décidé justement de créer le bootcamp blockchain crypto-monnaie. Donc, c'est vraiment 4 demi-journées où on se voit et je vous explique toutes les bases pour se lancer dans la blockchain et dans la crypto-monnaie. Alors, on va parler de en même temps investissement, mais en même temps aussi comment on peut entreprendre dans la blockchain, etc., etc. Et ça, c'est mis en place assez récemment d'ailleurs. Et ça, c'est sur notre site. Et je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi dans mon. Je vais mettre ton calendrier. Voilà, mettez mon calendrier et on en parle si ça vous intéresse parce que justement, je suis en train d'un petit peu changer le format pour que ça s'adapte beaucoup mieux aux attentes, faire de quelque chose de peu plus personnalisé. Vraiment, c'est vraiment ce que je veux parce que chacun a des attentes différentes. Donc là, pour le coup. Contactez-moi, prenez rendez-vous avec moi et on en parle. Mais vous avez son calendrier, en gros, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui dans la conversation, dans le chat. J'ai balancé le lien. C'est ça. Donc là, la partie pédagogie, donc Bootcamp Conquistador. À côté, actuellement là, on est en train de développer un produit décentralisé avec mon frère justement, qui est intervenu tout à l'heure, qui a toujours la main levée d'ailleurs, qui veut pas baisser sa main. Alors, peut-être pas, c'est ça. Ça. On est tous sur la côte basque au passage. Ils sont anglais, moi je suis à Arbonne, juste à côté de Biarritz. Courage calé, les gars. S'il y a 2-3 Euskadons, vive le Pays basque. et du coup, ce qu'on est en train de développer, c'est une plateforme de audit de NFT. Vous avez vu tout ce que j'ai dit, c'est un peu compliqué quand même. Le code, il faut savoir s'il est OK, le code, est-ce que je peux faire confiance à ce code-là? Moi, je suis pas dev, comment je peux faire confiance, machin? Eh bien, on fait ce travail pour vous dans le monde des NFT. Donc, dans le monde des NFT, vous savez, c'est ces fameux objets digitaux qu'on s'échange, les vidéos, les images et qui sont authentifiés, etc., etc. Donc, nous, on a créé une plateforme qui s'appelle Art for All. Je vous le mets dans le chat. Voilà. Et qui vous donne une grande transparence sur est-ce que vous pouvez faire confiance à telle ou telle plateforme de NFT. Donc, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des mauvaises pratiques. En effet, il y a des gens, ils vous font croire que votre NFT, vous le possédez vraiment et vous pouvez l'avoir de manière décentralisée. Donc, c'est-à-dire que même si le site n'existe plus, vous pouvez le réutiliser. Et ben, sur certaines plateformes, c'est pas vrai.
Et nous, quand on a découvert ça, on a été frustrés et on dit, mais putain, il y a tellement de gens qui veulent rentrer dans ce monde et qui sont déçus par ces dérives-là, on veut que ça s'arrête. Et encore une fois, pour atteindre cette mainstreamisation, cette popularisation de la blockchain, on a créé Art for All qui permet, voyez ça un peu comme le Yuka. Vous savez, le Yuka, l'application qui vous permet de scanner des produits pour savoir si c'est bon pour la santé, c'est un peu le Yuka des NFT. Voilà. Donc, on génère un score sur les NFT de certaines plateformes. Donc là, justement, on est en train d'ajouter des plateformes pour vous générer ces scores-là. Et quand vous cliquez sur un score, vous pouvez voir le détail sur voilà pourquoi on a mis ce score-là. Ici, c'est pas très safe, attention, nanana, nanana. Donc, je vous invite vraiment à regarder. Ça, on travaille du coup avec aussi des équipes techniques dans la blockchain par rapport à ça et des boîtes françaises très, très, très cool d'ailleurs, qui s'appelle sorare.com, qui est dans le foot NFT. Donc, on est en contact avec eux aussi pour comprendre leur façon, etc. Enfin, assez intéressant. Et on a aussi une petite idée, c'est pourquoi pas faire une marketplace de NFT complètement décentralisée où les gens pourront être sûrs que ce qu'ils ont, c'est authentique, ils peuvent le récupérer à tout moment, même si nous, on crève du jour au lendemain que le site est offline, n'importe qui peut le récupérer grâce à des procédures qu'on va mettre en place. Voilà. Donc, voilà pour le projet qu'on est en train de construire aujourd'hui dans la blockchain. Maintenant, l'ambition, dans les prochains mois avec Conquistador, c'est de vraiment, vous savez, cette effervescence-là que je vous transmets. Vous voyez bien cette énergie que j'ai là. J'aimerais déjà continuer à la partager beaucoup avec des gens, mais surtout m'entourer de gens qui ont aussi cette énergie-là et cette envie de participer à ce combat, de la blockchain. Et c'est pour ça qu'on a pensé, avec Conquistador, à faire une hacker house blockchain. Donc, c'est quoi une hacker house blockchain? C'est un lieu, c'est une baraque, c'est une villa, tout simplement, avec piscine et tout, où il y a des gens ultra passionnés et ultra ils vivent blockchain, ils mangent blockchain, ils rêvent blockchain, ils font caca blockchain. On veut des gens comme ça pour créer une émulsion entre nous et créer des projets dans la blockchain et devenir une usine à projets, en fait, dans la blockchain. Et on fait la même chose sur le no-code et le low-code au passage, parce que c'est ça. On pense qu'il faut des profils complémentaires pour faire des boîtes de ouf. C'est ça. Donc, le but, c'est de vraiment créer des histoires entre ces gens qui sont passionnés. Donc, pour le coup, écrivez-nous, prenez rendez-vous encore avec moi sur mon calendrier. Le but, c'est de construire ces premières communautés de Hacker House où on fait que de ça toute la journée et on sort des projets à longueur de journée, on teste des choses et on monte en compétences ensemble pour construire l'avenir. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce qui est en train de se créer dans la blockchain, c'est les Amazon de demain, c'est les Apple de demain dans la blockchain. Je veux dire, Amazon, Facebook, tout ça, ils ont été créés au moment de la bulle Internet. Donc, c'est en train d'arriver maintenant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire partie de ces créateurs-là. Donc, le but, c'est d'aller encore plus vite que ça et d'être très efficace. C'est pour ça qu'on veut se rassembler entre nous et faire des choses incroyables dans une hacker house, qui sera aussi en partie accessible en remote. On a pensé à un format si les gens peuvent pas venir aux Pays-Bas ou ils veulent pas, et c'est très dommage pour eux parce qu'ils ratent plein de choses, notamment le surf. Eh bien, on a pensé justement à mettre des caméras et tout ça et participer aussi à cette hacker house grâce à un Discord, et là pour le coup on pourra tous travailler ensemble. Carrément, ça va être ouf. Qu'est-ce que je veux dire? Je mets juste le calendrier de PA. S'il y en a qui sont plus dans le no-code, sur d'autres compétences, vous pouvez prendre un créneau avec PA. Il est pas tech lui, mais on aura besoin aussi de profils no-code. Il y a Fab, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais j'avais encore une question parce que je suis pas entièrement. En fait, vous voulez créer une plateforme pour vérification d'NFT, si je suis bien. Mais en fait, je me pose la question, pourquoi vous en faites pas un projet NFT carrément et créer un token? Eh bien, justement, Fab, c'est intéressant ce que tu dis. On avait la discussion encore hier avec mon frère. On se demandait ce qu'était la priorité. Est-ce que de continuer à faire des audits pour permettre à la communauté d'avoir plus de transparence, ou commencer directement avec un token de gouvernance pour justement faire grossir la communauté et construire peut-être même quelque chose qui se base sur ce token de gouvernance. Et là, pour le coup, on est vraiment curieux d'avoir ton avis sur ça, parce que du coup, nous, on a décidé de mettre un focus sur l'enrichissement de notre base de données, donc continuer à noter des plateformes de NFT avant, et du coup construire notre communauté à partir de ça, donc la faire grossir, notre Telegram, notre Discord, etc. Et ensuite faire un token de gouvernance. Et là, pour le coup, ça pourrait nous permettre de construire notre prochaine marketplace décentralisée NFT très facile. La raison pourquoi je pose la question, professionnellement, je fais du développement business, et pour développer quelque chose, faut les moyens. Alors c'est pour ça, c'est en fait à ça que je pense. Ça, je pense, c'est bon, c'est mon idée personnelle.
en créant un token, ça vous donnerait beaucoup plus de moyens pour aller plus vite en fait dans votre projet aussi. Mais bon, je dis, c'est uniquement mon idée. C'est vrai, mais derrière le token, il faut bien qu'il y ait des gens, tu vois, pour investir. Et là, pour le coup, on estime qu'il n'y en a pas assez parce que le projet est encore extrêmement jeune. Donc, on préfère encore alimenter notre base de données qui est encore très petite. Je sais pas si tu as vu sur le site, mais il n'y a pas beaucoup, en fait, de plateformes encore qu'on a notées. Il y en a une douzaine, je crois. On aimerait au moins en faire 100, tu vois, une centaine et devenir vraiment une base de données, le Yuka des NFT et qu'on inonde sur les réseaux sociaux et ensuite on sort notre token de gouvernance. C'est un excellent point et tu as raison, il faut qu'on le lance ce token. Ah, et la Hacker House est aussi faite pour accélérer tout ça. Parce qu'il faut du monde. Plus on est nombreux sur ces sujets, plus on est capable de faire des projets badass. Donc, de toute façon, vous avez déjà un suiveur. Super, Fab. C'est lourd. Rejoins le Telegram parce qu'on va en parler beaucoup. Justement, là, je l'ai mis dans le. C'est Damien qui l'a mis, mais je le remets. On va parler beaucoup de ce projet-là. Et d'ailleurs, pour les gens là qui sont intéressés dans le chat, moi à 18h30, donc dans exactement 15 minutes, il va falloir que je me barre d'ailleurs, je fais une visio justement dans ce Telegram où je vais justement beaucoup aller en profondeur dans ce projet-là de Art for All. Vous expliquer pourquoi on a fait ça et comment ça marche et la vision pour ça. Donc rejoignez le Telegram si vous voulez participer à la visio d'après ou les visios d'après parce qu'il faut savoir que j'en fais à peu près une fois par semaine des visios comme ça et là on parle de tout. On parle de farming, de staking, enfin comment rentrer dans la finance. Un peu plus technique, mais hyper intéressant pour même pour les novices parce qu'il y aura de la pédagogie. Et pas forcément technique, justement, c'est ça qui est cool, c'est qu'on s'échange, parce que je pense que dans le Telegram, il y en a très peu qui sont techniques, mais pour le coup, on s'échange des bonnes pratiques, tu vois, pour rentrer dans la DeFi, la finance décentralisée. Si vous voulez vraiment rentrer dans ce monde, être curieux, c'est le groupe parfait. Tout est gratuit, évidemment, et on balance que de la bonne vibe, on se marre bien, on fait des blagues et on se passe bien, ça se passe bien, quoi. Moi, généralement, on est détendu quand même dans ma team. Et d'ailleurs, petite anecdote, et d'ailleurs, je te l'ai pas dit, Camille, du coup, je vais en parler maintenant. Vas-y. Et dans ce groupe-là, on a décidé de faire un jeu avec mon frère. On a eu une super idée un soir. On s'est dit, mais attends, tu sais, il faut qu'on crée une meilleure cohésion dans le groupe. Il faut vraiment créer une histoire forte à raconter et intéressante. Et du coup, on a eu l'idée suivante. On s'est dit, on va créer un pot commun, un wallet commun. Donc, ce sera le wallet qui est dans la blockchain, hein, le wallet du groupe Telegram. Ok. Et en fait, sur ce wallet-là, on va permettre aux gens de verser une certaine somme. On a fixé, donc on va dire que les gens s'inscrivent quoi, en mettant cette somme-là. On a fixé l'inscription à 0,1 BNB. Le BNB aujourd'hui, il est à peu près à $630, donc ça fait à peu près une soixantaine de dollars, d'accord. Donc chacun dépose $60 sur ce wallet-là. Et l'objectif, c'est que en moins de 3 mois, on arrive à faire x10 sur tout le wallet qui a été mis en commun. Okay, en faisant des investissements, des levées, du farming, etc. Et si on y arrive en moins de 3 mois, on prend cet argent-là et on va aller organiser un week-end de fou au Pays Basque avec villa, piscine, alcool et on se rencontre tous, on paye les voyages. On a déjà la villa, ça tombe bien. On paye le voyage de tout le monde, surtout, très, très, très important. Et on se rencontre tous pour la première fois, pour la plupart, et on parle crypto et on décide des projets qu'on veut faire, on apprend à se connaître et on fait ça. Et le but, c'est d'essayer ça. Et si ça fonctionne et qu'on voit qu'on y arrive et que c'est incroyable et que le week-end était trop fou, on recommencera, mais encore plus gros, avec des belles ambitions, etc. Donc, on essaie vraiment de créer une histoire sympa avec la communauté. Donc, si vous voulez participer à ce projet assez marrant, go sur le Telegram et ça va être très intéressant. Je suis en train de virer tout le pognon de la boîte dessus. Non, c'est cool. Mais en vrai, c'est un domaine très passionnant. On se marre beaucoup, même pour les gens qui sont pas tech. Et pour le coup, c'est assez dingue de voir que c'est un monde parallèle qui est en train de continuer en même temps que nous, on vit normal dans la vie réelle. Et c'est assez fou, franchement. Aller découvrir ça, c'est marrant, quoi. Ah, je vais suivre le Telegram perso, tu vois. J'y étais pas encore. Je viens de me rendre compte en fait que je l'avais sur l'ordi, mais j'avais même pas Telegram sur le téléphone. Donc je vais me le foutre. Ouais, Fabien, si tu veux, si tu veux, ouais, bien sûr. Si tu veux, comment je peux t'envoyer ça vu que là tu es sur l'ordinateur. Sinon tu notes. Va sur mon Instagram, tiens. Sur mon Instagram, tu verras que il y a le lien du Telegram dans ma bio. Donc mon Instagram, je viens de te le mettre ici. Et comme ça, tu vas dessus, tout de suite, tu vas trouver le lien dans ma bio, quoi. Yes. Voilà, les amis. Bon, c'était cool comme webinar.
C'était méga cool. Alors là, j'ai été vraiment très, enfin, j'ai fait exprès. Hein, je voulais vraiment être le plus pédagogique possible. Maintenant, si vous voulez rentrer plus en profondeur, encore une fois, allez dans le Telegram ou allez dans la vidéo de tout à l'heure. Mais j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, à comprendre vraiment comment ça se passe dans la blockchain et s'affranchir un peu des a priori qui sont souvent négatifs. Et voilà quoi. Je sais pas si tu as des choses à dire, toi, Camille, sur ce côté-là. Ah, moi, j'ai kiffé de ouf déjà. J'en ai appris un peu. Là, de ce qui s'est dit, j'avais déjà un peu analysé le truc, mais j'ai hâte de suivre la suite sur Telegram sur des points un peu plus techniques. En tout cas, moi, je crois à mort au fait, voilà, que ce qu'on prévoit de faire aussi avec Conquistador, c'est nous, on lève des fonds pour faire ces baraques-là de communauté tech et no code pour aller casser, aller défoncer le marché avec des projets hyper ambitieux. Et donc on sait on n'aura qu'une galère parce que le seul truc dans la blockchain ou même sur tout type de boîte qui marche un peu et qui a un bel avenir comme la nôtre, le seul truc qui te permet d'exploser, c'est les talents. Et c'est pour ça que l'argent, c'est pas forcément un problème. Mais si tu veux faire de grandes choses, tu as besoin de gens qui vont vite dans leur tête et qui sont bons techniquement, etc. Et avec Franck et Damien, on sait très bien qu'il y a un énorme enjeu là-dessus. Et là, notamment le principe de Hacker House, je pense que ça et le Pays Basque et Hacker House et ces principes de communauté, on pense vraiment à tenir une recette qui nous permet d'avoir des gens ultra passionnés, hyper bons. Sinon, on va se faire chier. Hein. Nous, on n'est pas là pour faire des petites boîtes pour dire ça, pour dire les choses concrètement. Hein. On est vraiment pas là pour faire des petits projets. Sinon, ça nous fait chier. Et du coup, on veut tout casser. Et donc, si vous connaissez des gens dans la blockchain, ou si vous êtes vous-même des gens dans la blockchain qui touchaient un peu, que ça soit techniquement, mais aussi, Franck me disait tout à l'heure, il n'y a pas que besoin de profit technique, il y a juste des gens passionnés, même dans le marketing ou même dans le juridique d'ailleurs au passage, parce que c'est quand même un vrai sujet aussi. Donc, on est chaud. Et même si vous êtes sur d'autres volets, vous êtes passionné, en fait, on s'en fout. La passion, ça te pousse jusqu'au bout. C'est ça qui va te pousser à apprendre hyper rapidement. Donc, faites-nous signe. Prenez rendez-vous avec Franck, avec PA, avec moi. Envoyez-nous des messages sur LinkedIn, on s'en fout. Mais nous, on veut tout casser. Et si vous voulez tout casser avec nous, let's go, hein. Let's go. Yes, très cool. Bon, les amis, si vous voulez me retrouver, moi, dans 10 minutes, je suis en live sur le Telegram, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, c'était très cool. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous êtes intéressé pour le bootcamp ou la Hacker House. Et c'est lourd aussi. C'était très cool. Merci, Camille, à toi. Je vous dis, moi je dis à tout le monde à très vite. On espère vous revoir dans un autre webinaire ou voilà dans